Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour débuter le cours sur les espaces ruraux. Donc vous aviez à faire jusqu'à hier soir une étude de cas sur la Toscane qui va nous servir d'exemple pour illustrer le cours et que l'on va corriger au fur et à mesure de celui-ci. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous notez le titre du camp 1, des espaces ruraux fragmentés à l'échelle mondiale. Avant de passer au contenu du cours en lui-même, je vais faire un rappel sur les niveaux de développement des pays, puisque nous allons utiliser un certain nombre de termes, de notions que normalement vous avez déjà vus au collège et en seconde, mais il est nécessaire pour que vous compreniez bien le cours sur les espaces ruraux que l'on revienne là-dessus. Ce rappel, soit vous le recopiez directement dans le cahier, soit vous téléchargez le polycopier que j'ai mis à votre disposition sur le Drive et dans le mail que je vous envoie. Donc je lis ce rappel avec vous et j'apporte quelques compléments d'explication. Donc plusieurs indicateurs permettent de mesurer le développement d'un pays. On parle du PIB, qui mesure les richesses de celui-ci, on parle de l'IDH, qui mesure le développement humain du pays, ou on parle enfin de l'IPM, qui est l'indice de pauvreté multidimensionnel. Le développement d'un pays se définit par les conditions économiques et sociales permettant aux habitants d'un pays de satisfaire leurs besoins essentiels. Donc un pays développé, c'est à la fois un pays riche, mais c'est aussi un pays qui est capable de subvenir aux besoins de sa population, donc de la nourrir, de la loger, de lui offrir une scolarité ou encore de lui offrir les soins nécessaires. De là, on peut aboutir à un classement des différents pays selon plusieurs catégories. On a d'abord ce que l'on appelle les pays des Nord. Je vous rappelle que l'on ne parle plus de pays du Nord, mais des Nord, puisqu'il y a deux sous-catégories dans celle-ci. D'abord les pays développés, qui ont un PIB important, donc qui produisent beaucoup de richesses, qui ont un bon niveau de vie, donc un bon accès à l'éducation, aux soins et une alimentation suffisante. C'est une économie qui est basée dans ces pays-là sur l'industrie, les services et les nouvelles technologies. Et en guise d'exemple, nous pouvons noter le cas des États-Unis ou du Canada, de toute l'Europe de l'Ouest, donc la France en fait partie, du Japon ou encore de l'Australie. Deuxième catégorie des pays des Nord, on trouve les pays anciennement communistes. Dans ces pays, on note une hausse du PIB et de l'IDH depuis la fin de la guerre froide. Mais le problème dans ces pays, c'est que l'on a le maintien d'importantes inégalités de richesse et une très grande pauvreté encore. Donc ces pays sont bien évidemment la Russie et toute l'Europe de l'Est. Deuxième catégorie de pays, à part les pays des Nord, c'est les pays des Sud. Les pays des Sud sont divisés en 4 sous-catégories. On a d'abord les pays dits émergents, que l'on appelle parfois aussi BRICS. Ce sont des pays où on a une croissance économique rapide avec le développement de l'industrie. Donc c'est des pays qui sont en train, depuis déjà quelques décennies, de s'industrialiser. Le problème, c'est que dans ces pays, on a un PIB qui est quand même inférieur à celui des pays développés et on a surtout de très fortes inégalités. D'accord? Donc en fait, on a un développement, mais qui ne profite qu'à certaines catégories de la population. Quelques exemples, le Brésil ou la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. On pourrait également ajouter le Mexique. Deuxième sous-catégorie, les pays pétroliers. Bon, là, rien que le nom indique ce que l'on appelle les pays pétroliers. Ce sont des pays où le développement est basé sur l'extraction et l'exportation, c'est-à-dire la vente à l'étranger, d'hydrocarbures, notamment de pétrole. Le problème, c'est que ces pays ont une économie totalement dépendante de ces énergies qui sont des énergies fossiles. Quelques exemples avec l'Arabie Saoudite, l'Iran, plus généralement le Moyen-Orient, ou encore le Venezuela en Amérique du Sud. Troisième sous-catégorie, les pays en voie de développement, que l'on appelle également pays intermédiaires. Dans ces pays, on a une industrialisation en cours, donc on commence à développer l'industrie, mais on a le maintien d'une forte pauvreté, ce qui fait que l'IDH et le PIB restent moyens. C'est le cas en Égypte ou au Nigeria. Et enfin, les pays finalement en bas de la pyramide, en bas du classement, que l'on appelle les PMA, pour pays les moins avancés, ce sont tout simplement les pays les plus pauvres du monde, avec une extrême pauvreté.
L'économie est basée essentiellement sur l'agriculture, donc on a très peu d'industrie. On a également un manque d'infrastructures, donc peu d'hôpitaux, peu d'écoles. Et ces pays font en plus face au défi d'une croissance démographique importante. Quelques exemples, l'Éthiopie, le Sénégal ou encore le Cambodge. Donc voilà ce rappel qui est nécessaire puisque tout ce qui est pays développés, pays anciennement communistes, pays émergents, pétroliers en voie de développement ou PMA, ce sont des termes que je vais utiliser dans le cours, donc il était nécessaire de revenir dessus. Nous passons maintenant au cours en lui-même sur les espaces ruraux, avec un grand 1 sur des espaces ruraux fragmentés à l'échelle mondiale. Alors il y a un terme très important dans ce grand 1, c'est celui de fragmenté et de fragmentation. Je vais l'utiliser à plusieurs reprises durant le cours, donc il est nécessaire de poser d'abord la définition pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Donc la fragmentation, c'est d'abord un processus de séparation des différentes parties d'un territoire sur les plans économiques, sociaux ou culturels. Je m'explique. Cela veut dire que l'espace rural, ce n'est pas un espace unifié, c'est un espace qui est en cours de fragmentation, en cours de séparation, de division si vous préférez, selon différentes modalités que l'on va peu à peu voir. Donc s'il y a un synonyme en fait à fragmentation qu'il faut retenir, c'est celui de division. D'accord? Petit a, des sociétés inégalement rurales. Petit 1, à l'échelle mondiale. Je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à mettre sur pause pour avoir le temps de noter la trace écrite dans vos cahiers. Nous allons partir d'abord de ce document. Sur ce document, sur ce graphique, on peut voir deux courbes, une courbe de la population urbaine et une courbe de la population rurale, de 1950 jusqu'à 2050, donc sur un siècle. On peut voir que, et ça nous l'avions déjà vu dans un chapitre précédent, la population urbaine passe au-dessus de la population rurale à partir de 2007. Vous pouvez donc noter que depuis 2007, la population rurale est minoritaire dans le monde. Elle est passée de 66% de la population mondiale en 1960, donc les 2 tiers si vous préférez, à 45% en 2017. D'ailleurs, cette part continue toujours de diminuer petit à petit. Alors pourquoi? Vous notez que cette baisse est la conséquence de l'exode rural, qui est un terme que vous avez déjà rencontré par le passé, c'est-à-dire du départ d'habitants des campagnes, notamment des jeunes, vers les villes pour trouver du travail, pour les études et plus généralement pour la recherche d'une vie meilleure. Toutefois, il faut noter qu'il y a une sorte de paradoxe. Donc on vient de dire que la population rurale pèse de moins en moins dans la population mondiale totale, et en même temps, si on regarde ce graphique, que j'avais utilisé déjà pour l'introduction, et si on regarde surtout la courbe bleue qui est la courbe de la population rurale dans le monde, on voit que malgré la baisse en termes de proportion, donc en termes de valeurs relatives, si on regarde les valeurs brutes, on observe que la population rurale continue d'augmenter. Je dirais même que les espaces ruraux n'ont jamais été aussi peuplés qu'actuellement. Ici, en 1950, on observe que la population rurale dans le monde était évaluée à 1,8 milliard d'habitants. Aujourd'hui, je vous l'ai dit en introduction, on est à 3,4 milliards de ruraux dans le monde. D'accord? Donc il y a une sorte de paradoxe là-dedans. Donc vous pouvez noter que paradoxalement, les espaces ruraux n'ont jamais été aussi peuplés dans le monde. Le nombre d'habitants ne cesse d'augmenter depuis 1950 pour atteindre 3,4 milliards d'habitants en 2017. Toutefois, la part de la population rurale varie beaucoup d'un État à l'autre. Et c'est ce que l'on va voir à présent. Petit 2, des pays avec une faible part de ruraux. Alors cette carte va nous permettre déjà de situer, de localiser ces différents pays. En fait, de manière très générale, les pays aujourd'hui où la part de la population rurale est peu importante, c'est essentiellement dans les pays dits développés. D'accord? Donc ces pays des Nord, donc l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, l'Europe de l'Ouest, le Japon ou encore l'Australie.
Mais on a également des pays émergents et des pays pétroliers qui sont peu ruraux aujourd'hui, qui sont en train de perdre de la population rurale au profit d'une population plus urbaine. C'est le cas par exemple de toute l'Amérique du Sud, notamment du Brésil, c'est le cas d'une partie du Maghreb, notamment l'Égypte, du Moyen-Orient également. Donc ça, c'est la photo à l'instant T en 2017 de la population rurale par pays. Si on regarde maintenant en termes d'évolution entre 1950 et 2050, donc c'est une projection. En fait, ce graphique utilise un code couleur, donc plus vous allez vers une couleur qui tire vers le bleu, plus cela veut dire que ces pays perdent de la population rurale, pourcentage. Plus vous allez vers des couleurs du type rouge, plus ces pays gagnent au contraire des populations rurales. Donc là, on retrouve exactement la même différence avec Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, mais également Amérique du Sud ou Moyen-Orient qui perdent de la population rurale. Donc vous pouvez noter, en guise de trace écrite, que dans les pays développés, ainsi que dans certains pays émergents, les populations rurales sont minoritaires et j'appuie volontairement là-dessus, en baisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a moins de 50% de la population dans ces pays-là qui sont dans un espace rural. Et ça continue de baisser. Les espaces concernés, vous pouvez noter que l'on a donc l'Europe, en précisant Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, l'Australie, l'Amérique latine, notamment avec l'Argentine ou le Brésil, ou encore le Moyen-Orient, avec Israël et la Jordanie. Toutefois, dans les pays développés, donc là je ne parle que de l'Europe de l'Ouest, de l'Amérique du Nord, de l'Australie et du Japon, les espaces ruraux redeviennent attractifs. On observe récemment une stabilisation du nombre d'habitants, voire une nouvelle hausse. C'est ce que l'on appelle, c'est un terme que vous devez connaître et maîtriser, la renaissance rurale. C'est-à-dire que l'on observe dans ces espaces ruraux-là, dans les espaces ruraux de ces pays-là, une nouvelle augmentation de la population. D'accord? Mais ça reste encore extrêmement récent. Quelques chiffres qui montrent la part des ruraux dans ces pays. On note 19% de ruraux en Amérique du Nord, 27% en Europe. Vous rajoutez enfin que ces espaces ruraux révèlent aussi le niveau de développement de ces pays. Dans les pays des Nord, donc je parle là des pays développés ou anciennement communistes, on trouve généralement des espaces ruraux équipés d'eau potable et d'électricité, même si ce n'est pas encore le cas de tous les pays, notamment en Europe de l'Est. Conclusion, ces pays ont donc fait leur transition urbaine. C'est un terme qu'on avait déjà vu ça dans le chapitre précédent en géographie, c'est le fait de passer d'une société principalement rurale à une société principalement urbaine qui vit en ville. Donc voilà, nous venons de voir là les pays qui sont peu ruraux. Nous allons voir à présent dans le petit 3 des ruraux encore majoritaires dans certains pays. Alors reprenons cette carte. Cette fois-ci, prenons les pays qui apparaissent en vert moyen ou vert foncé, qui sont donc les pays les plus touchés par la ruralité. Donc ce sont des pays principalement qui se situent sans surprise dans ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire au sud du Sahara, mais également en Asie. Ces pays sont des pays souvent les moins avancés, donc des PMA, mais on trouve aussi dans cette liste des pays intermédiaires, des pays en voie de développement, mais également des pays émergents. La Chine comme l'Inde aujourd'hui restent des pays où la population rurale reste importante. Si on regarde l'évolution, on remarque qu'à l'inverse des pays qu'on a présentés tout à l'heure, la population rurale dans les pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie augmente, et augmente même fortement si on prend le cas notamment de l'Inde. Vous pouvez donc noter qu'à l'inverse, de nombreux pays des Suds restent des pays où la population rurale reste majoritaire et en hausse. D'accord? Donc là, pareil, j'accentue sur le « et »,
Cela veut bien dire que dans ces pays-là, la population rurale est majoritaire, donc à plus de 50%, et continue encore d'augmenter. Deux continents sont particulièrement concernés, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud. Alors là aussi, quelques chiffres. Vous n'avez pas besoin de noter les 3 pays, vous en notez 1 ou 2, ce sera suffisant. Par exemple, au Niger, on a 80% de la population qui vit dans un espace rural. En Inde, on est dans l'ordre de 68%. Et en Éthiopie, 85%. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre en note tous les éléments du cours. Alors si on regarde le détail, ici de ce graphique qui montre l'évolution suivant les continents ou même les pays, on observe que, et c'est ce qu'on a vu dans un deuxième temps, hein, que l'Europe voit une population rurale en baisse, de même pour l'Amérique du Sud, de même pour l'Amérique du Nord. Par contre, si on prend l'Afrique subsaharienne, de 1950 à aujourd'hui, on a déjà une forte hausse, et forte hausse qui va continuer. En Chine, on voit que ça commence à décliner, mais en Inde, on est encore dans une sorte de hausse qui va petit à petit diminuer à partir de 2030. Ce qui est intéressant avec ces courbes, c'est de voir que finalement aujourd'hui, les 3,4 milliards de ruraux dont je vous parlais dans le monde entier, en fait, viennent principalement de deux continents, l'Afrique et l'Asie. Donc c'est eux qui pèsent le plus dans ce total. Vous pouvez donc noter que ces pays ruraux concentrent aujourd'hui l'essentiel de la population rurale de la planète. Par exemple, sur les 3,4 milliards de ruraux dans le monde, l'Inde, à elle seule, représente 25% de la population rurale mondiale, donc un quart. Ces pays connaissent aussi l'exode rural, donc il ne faut pas imaginer que la population des campagnes n'essaye pas de partir vers les villes, au contraire, mais ce départ de migrants vers les villes est compensé par le fait que l'on ait une augmentation de la population par les naissances, donc par ce qu'on appelle le solde naturel. Donc vous rajoutez, mais la population des campagnes continue d'augmenter en raison d'un fort taux de fécondité. Quelques exemples que vous n'avez pas besoin de noter, mais pour vous donner une image, une idée. Le taux de fécondité au Niger est de l'ordre de 7 enfants par femme. En Éthiopie, on est à 4 enfants par femme en moyenne. Vous notez également que dans ces pays, les campagnes sont marquées par l'extrême pauvreté et l'absence, ou en tout cas la faible présence, d'équipements. Donc j'entends par là l'électricité notamment et l'eau potable. Nous pouvons prendre ici l'exemple de l'Inde, je reviendrai à la trace écrite juste après. Vous avez ici un tableau qui montre le développement de l'Inde suivant si vous habitez à la campagne ou en ville, et on observe que finalement, et contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir, là où la population est la plus pauvre, c'est dans les campagnes indiennes et non pas dans les villes indiennes. Par exemple, le taux de pauvreté est de 26% dans les campagnes, au lieu de 14% dans les villes. On a un tiers de la population des campagnes qui ne sait ni lire ni écrire, 93% qui n'a pas de couverture de santé, ou de sécurité sociale si vous préférez. Donc on voit bien qu'on a une pauvreté beaucoup plus importante. Vous pouvez conclure que nous avons là une première fragmentation. C'est le terme que j'ai défini tout à l'heure dès le début du grand 1, une première fragmentation, une première division si vous préférez, avec des espaces ruraux inégalement peuplés à l'échelle mondiale. On a vu des espaces ruraux très peuplés, d'autres peu peuplés. Un terme de vocabulaire à noter, celui d'exode rural, qui est la migration importante de populations quittant les campagnes pour s'installer dans les villes. Pour synthétiser ce point, ce grand A, vous allez réaliser le schéma suivant, qui sera à apprendre, puisque je vous rappelle que l'on va travailler pendant cette fin de première et durant toute l'année de terminale dorénavant, sur la RQP en géographie cette fois, et dans une RQP en géographie, il faut réaliser des schémas à l'intérieur de votre copie. Donc vous allez devoir maîtriser un certain nombre de schémas. Donc ce schéma, vous lui donnez comme titre des espaces ruraux inégalement peuplés. Je vous rappelle qu'un schéma, contrairement à un croquis, simplifie les contours. Vous n'avez pas de fond de carte. Donc c'est à vous de réaliser dans votre copie le tracé des continents. Donc ici, je l'ai
simplifier au maximum. Vous allez reproduire en essayant de respecter les proportions de chaque continent. Et ensuite, vous avez deux figurés, hein, un schéma beaucoup moins de figurés qu'un croquis. Donc, premier figuré du vert plutôt clair pour représenter les espaces où on a moins de 50% de ruraux, et un vert plus foncé pour montrer que vous avez plus de 50% de ruraux. Donc, moins de 50% de ruraux, c'est tout ce qui est Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud, excepté cette partie-ci. Vous avez également toute l'Europe, la Russie, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et la frange littorale de l'Afrique jusqu'à l'Afrique du Sud, la moitié de l'Asie du Sud-Est ici et l'Australie, sans oublier le Japon. Tout ce qui reste, donc cette petite portion d'Amérique du Sud, l'Afrique subsaharienne, l'Inde et de manière générale l'Asie du Sud, est par contre touchée, ainsi que Madagascar, est par contre touchée par une ruralité supérieure à 50%. Donc, prenez le temps de soigneusement bien refaire ce schéma, qu'une fois encore, je vous dis qu'il va falloir apprendre. Nous allons nous arrêter là pour cette première partie du grand 1. Je vous envoie dans la foulée la suite du cours avec le grand B et le grand C de ce grand 1 consacré aux espaces ruraux. Bon courage et bonne journée à vous.